Bienvenue sur Terre, ma grande. C'est l'horreur, tu vas te régaler. Ah, c'est pas faux. Non! Non! Oh, Pinès, oui. Pas ça! Non! Dites mon nom. Je vais appeler Internet et leur demander de me faxer les numéros de téléphone de toutes ces femmes. Merci. Écoutez, je dirai pas loin, comme ça, si c'est l'apocalypse ce soir, bip bip. Bonjour, c'est Clémence. Bienvenue dans We Love Series, le podcast signé We Love Cinéma qui s'intéresse aux œuvres diffusées sur le petit écran et sur les plateformes de streaming. Nouvelle année, nouvelle formule. Désormais, on se penchera sur une série à la fois, histoire de la décortiquer à fond, de l'examiner sous toutes les coutures. Et comme on est très bavard et qu'on aime bien rentrer dans les détails, on y consacrera chaque fois plusieurs épisodes. Pour cette première collection, on parle de The Mandalorian, le gros carton de Disney+. La semaine dernière, on a fait le point sur la façon dont cette série s'inscrit dans l'ensemble de l'univers Star Wars et on s'est intéressé à l'envers du décor, avec notamment les différents réals à qui on a confié les manettes. Aujourd'hui, suite et fin, j'ai le plaisir de retrouver Rafik Djoumi. Salut Rafik. Salut Clémence. Et Julien Dupuis. Salut Julien. Salut Clémence. Pour ce nouvel épisode, donc, on va se demander quel est le futur de Star Wars. Avec 2 saisons à son actif, Mandalorian, c'est un énorme succès populaire. Elle a décroché, on le disait dans le précédent épisode, le titre de la série la plus regardée en 2019 et aussi la série la plus piratée. La saison 2 enregistre encore un meilleur démarrage que la saison 1. La saison 3, elle est sur les rails. Alors, elle ne sera pas diffusée avant 2022 au moins, puisqu'il y a d'autres projets dans les cartons entre-temps, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Donc, quelles sont les raisons de ce succès ? On sait que les derniers films, les dernières sorties cinéma ont été reçus de manière assez mitigée. Star Wars, les derniers Jedi, et puis surtout les résultats catastrophiques de Solo et de l'ascension de Skywalker. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, The Mandalorian, ça cartonne ? Peut-être parce que il y avait moins d'enjeux politiques dans sa fabrication. Ça c'est clair. Je pense parce que bon voilà, quand on parle des films cinéma, on n'ose pas imaginer les conflits absolument délirants qu'il y a eu notamment sur le 8e épisode sur The Last Jedi où on voit littéralement à l'écran les exécutifs et le réalisateur se battre durant des réunions qui n'en finissent pas. Là où Mandalo s'est porté finalement par 2 personnes, à peu de choses près, qui sont Filoni et Favreau, et qui ont une idée assez précise de ce qu'ils voulaient et qui échappent, j'imagine, à l'emprise de Kathleen Kennedy et consorts. Alors, et d'ailleurs, ce qui est tout à fait amusant, c'est que sur Disney+, vous avez la série, mais vous avez plein de making-of à côté qui seront aussi produits et supervisés par Jon Favreau. Alors, moi, je trouve on est énormément dans l'autopromotion, l'autocongratulation, ce qui est un peu... Je comprends même pas, en fait, qu'ils fassent ça, parce que, quand tu regardes ça, c'est que t'es déjà acquis à la cause, quelque part. Enfin, bon, bref, ça, c'est une aparté. Il y a quand même des épisodes qui sont intéressants, notamment, encore une fois, sur la fabrication du film. Ça, on en avait déjà parlé sur l'épisode précédent. Mais alors, ce qui est marrant, c'est que la construction, en fait, de ces épisodes making-of, c'est que tu as des interviews, des différents membres de l'équipe, en fait, qui sont interviewés les uns à côté des autres. T'as des images de tournage et t'as des plateaux, plusieurs plateaux, toujours avec Jon Favreau au centre et Dave Filoni. Et puis, t'as un plateau avec les réals, un plateau avec les comédiens et t'as un plateau avec l'équipe, on va dire. Dans l'équipe, t'as beaucoup de gens d'Industrial Light and Magic, donc de la société d'effets spéciaux. Et t'as Kathleen Kennedy, en fait, qui est là. Et ce qui est très marrant, alors je ne sais pas comment ça a été conçu, comment ça s'est passé, mais t'as Kathleen Kennedy, t'as l'impression qu'elle débarque à chaque fois, qu'elle n'est pas au courant de ce qui est en train de se passer. Elle pose plus des questions, elle est extrêmement absente. Et c'est marrant parce que c'est quand même une personnalité qui est très présente, qui a souvent son mot à dire, ouais. Enfin, et qui en plus qui a un esprit extrêmement articulé. Moi, je trouve que c'est quelqu'un de vif et tout, ça se sent, quoi. Et là, moi, je la trouve complètement à la masse. Donc c'est vrai que ce que dit Rafik, ça, on le sent dans la série et dans ses making-of semble aller aussi dans ce sens-là. C'est vrai que t'as l'impression que c'est cette grande dame, en fait, qui est en train de chaperonner tout à qui, t'imagines que aucun moment de merde qui s'est passé sur Solo ne lui a échappé, en fait. Bah là, t'as l'impression qu'elle est
elle est là en guest star, quoi, en fait. C'est tout à fait étonnant, en fait, effectivement. Peut-être aussi parce qu'elle est en confiance et qu'elle voit bien que les choses semblent avancer. Mais je pense voilà qu'il y avait quand même moins d'enjeux quand je dis politique, c'est aussi au niveau marketing, au niveau stratégique. C'est-à-dire que quand t'annonces une série Star Wars qui s'appelle The Mandalorian à ton public, avant même qu'elle arrive, finalement le public il s'attend à il sait pas quoi. Donc ouais. Alors il s'attend, il sait pas quoi, mais c'est quand même cette série qui a servi on disait de navire amiral pour le lancement de Disney+. Ils ont fait ce pari-là. Ça aurait pu se planter et derrière ne pas. Mais ils avaient quoi d'autre? C'est ça la question. C'est qu'en fait Disney+, c'est une plateforme qui se lance. Ils ont très peu de choses. Je veux dire de nouvelles productions. Elles arrivent là, les Marvel, tout ça, ça arrive. Mais pour l'instant, ils ont rien. Donc, est-ce qu'ils avaient vraiment le choix? Et alors, je pense que c'est vrai, elle était en confiance, mais je pense aussi que Jon Favreau, surtout aujourd'hui, surtout après avoir fait un triomphe monumental comme le Roi Lion, le mec, il a un poids que ni J.J. Abrams ni les autres réalisateurs en fait qui étaient affiliés au Star Wars n'avaient. Et enfin, c'est hors canon. Donc t'as pas trimballé tout le truc, tout le scénario, et aussi, j'ai envie de dire, tout le bazar que George Lucas il a laissé. Hein. Parce que en partie quand même, sur cette deuxième saison, il y en a. Oui, ça revient. Il retrouve sur certains trucs, quoi, effectivement. Mais ça repose la question effectivement de la place du fandom dans Star Wars. C'est de la façon avec laquelle on l'aborde. Si tu l'abordes comme l'épisode 7, 8, 9, c'est-à-dire en essayant de gaver des oies, en lui disant tiens, t'as tellement aimé ça, rappelle-toi, on va t'en donner encore plus. Tu as le backlash qu'on a bien connu. Là, en fait, moi, j'ai l'impression en regardant The Mandalorian, de comprendre d'où viennent beaucoup d'idées narratives, et je sais qu'elles viennent des jeux d'enfance, puisque les gamins des années 80 qui avaient tous leurs jouets, voilà, on a tous fait ça, on a tous pris le robot IG-88 en se disant bon, son rôle est très limité dans la saga, il a un rôle spécifique, mais tu te dis mais finalement il pourrait être autre chose. Parce qu'il est cool. Voilà. Il pourrait être un chasseur de primes un peu plus délirant, et tu en fais autre chose. Quand tous les gamins du quartier sont réunis, et ils ont tous évidemment acheté la figurine Boba Fett, c'est la plus belle de toutes, tu te retrouves avec 15 Boba Fett. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir inventer comme jeu qui puisse justifier l'existence de 15 Boba Fett? Il y aura une secte de Boba Fett, en fait, ils sont tous Boba Fett. Mais c'est même ce que Jon Favreau avait dit à Dave Filoni quand il lui a pitché en fait la série. Hein. Il lui a dit c'est comme ça qu'il faut qu'on l'écrive. Et j'irais même plus loin en fait sur cette notion du jeu, c'est que il se retrouve, c'est-à-dire que cette référence à l'univers Star Wars est si pointue que les mecs ils sont allés jusqu'à mettre en fait il y avait les gros jouets Star Wars, les gros vaisseaux spatiaux étaient très chers, et ils avaient créé en fait une gamme de jouets un peu moins chers, mais c'était des vaisseaux ou des éléments en fait il y avait un radar par exemple qui n'avait été créé que pour les jouets, que pour les canards en fait. Et dans Mandalorian, ils réutilisent en fait des choses qui n'existaient que dans les jouets, notamment un canon que moi j'aimais beaucoup, il faisait clac 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 quand tu le tournais. Et en fait, tu le retrouves en fait dans Mandalorian. Donc c'est ce côté effectivement ludique de finalement t'amuser. C'est ça en fait le truc. Ils s'amusent pas les derniers films, tu vois. Là, au bout d'un moment, t'aimes ou pas ces mecs-là, ils jouent bien ou pas, c'est pas grave. Ils s'amusent avec le truc, quoi, tu vois. Et ce goût du jeu, finalement, tu le ressens très très souvent dans Mandalorian. Et je pense que c'est ça aussi qui fait plaisir en fait quand tu vois cette série. Tout à fait. Et c'est pas manquer de respect au canon Star Wars justement que d'avoir reprogrammé IG-88 comme ils l'ont fait donc dans l'épisode 1 ou 2, je sais plus, pour en faire un personnage truculent, quoi. Et tout d'un coup, tu te retrouves avec un personnage pratiquement sorti d'un Sergio Leone. Oui, tu pourrais te dire mais qu'est-ce que ça fait dans un Star Wars? Non, ça marche. Il y a quelque chose d'organique dans la façon avec laquelle cette idée est parvenue. Comme dans les jeux d'enfance. C'est normal qu'à un moment donné tu fasses cette bêtise parce que tout ce que tu fais avec tes copains depuis le début, ça menait vers là. Donc je pense qu'il y a beaucoup qui vient de leur propre expérience à eux, à Filoni. On sait tous ces gens-là ont grandi avec Star Wars. Beaucoup de choses qui sont revenues à la surface du rapport, comme le dit Julien, ludique et originel, on va dire. Et c'est intéressant parce que ce rapport ludique, même dans la construction des épisodes, ce côté un peu jeu vidéo où dans chaque épisode on retrouve cette même structure avec un boss final. Finalement, ça parle à la fois aux aficionados, ceux qui connaissent la série sur le bout des doigts, dans ses moindres recoins, puisque c'est quand même ultra référencé. Il y a plein de clins d'œil partout. Et en même temps, pour des personnes qui connaîtraient moins bien, ou un jeune public qui découvrirait la série,
ça fonctionne aussi. Oui, mais ça, c'est ce dont aussi, je pense, c'est ce dont on avait parlé sur le premier épisode. C'est-à-dire que la Mandalorian a aussi réussi à s'attirer autant de fans et autant d'amour, en fait, chez les spectateurs, parce que que ce soit inspiré ou pas, encore une fois, ils ont eu l'intelligence de rechercher l'ADN, en fait, de Star Wars. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression, quand je vois les J.J. Abrams, en particulier ceux-là, que le mec ne se réfère finalement qu'à Star Wars. Il va pas chercher plus loin que ça. Et il ne travaille qu'à partir de Star Wars. Donc c'est complètement, ça fait partie des trucs qui sont dévitalisés, surtout dans le dernier film. Attends, j'ai oublié. L'ascension de Skywalker. Non, c'est terrible. Voilà, c'est ça, l'ascension de Skywalker. Mais qui était un film, notre collègue Stéphane Mossakis l'avait souligné, je me souviens, à la sortie, à juste titre, qui était mortifère, qui avait quelque chose de mort là-dedans. Et je pense que ce côté mort vient aussi de ce truc c'est dévitalisé. C'est-à-dire que si tu réexploites tout le temps le même truc, et un truc qui est déjà exploité, tu vas pas retrouver de la vitalité là-dedans. Enfin, en tout cas, ça va être très dur. Alors que Mandalorian, comme on l'a dit, retourne à la source. C'est-à-dire que il fait presque plus référence au western. Et d'ailleurs, il y a des épisodes qui font très clairement, il y en a un qui fait très clairement référence aux 7 samouraïs ou aux 7 mercenaires. Il y en a un autre qui fait très clairement référence à, je sais pas, à la Horde sauvage. À la Horde sauvage, ouais, tout à fait. Tout le gunfight dans l'espèce d'hacienda. Exactement, oui, c'est ça. Et je pense que c'est là aussi qui retrouve une espèce de vitalité qui fait un peu aller de l'avant cette franchise qui, là, au niveau cinéma, semblait être dans une impasse totale. Parce que, comme si, entre-temps, ils avaient oublié qu'effectivement, Star Wars s'inscrivait dans une culture qui était plus large, qui est toute cette culture du cinéma d'exploitation, du comic book, de la littérature de SF, etc., des années 60-70, dans laquelle il a grandi, pioché, il a construit son identité à partir de ça. C'est comme si tu faisais, si tu reprends Matrix et que tu passes ton temps à revenir systématiquement sur Neo qui évite les balles, au bout d'un moment, le spectateur, il en a marre, quoi. Mais si tu décolles de là et que tu pars vers Dragon Ball, ça pourrait être peut-être inattendu, mais en fait non, parce que Dragon Ball, il était à la source déjà de Matrix. Donc tu vois, là tu reviens. De Superman et voilà. tout, ouais, complètement, bien sûr. Neo, t'étais surpris quand il volait, mais en même temps, c'était complètement logique. Et c'est pareil avec Mandalorian, c'est-à-dire que là, tu peux être surpris de voir une espèce de duel de face à face qui est totalement à la Sergio Leone et tout, mais en même temps, ça fait partie même de l'essence même du. Et les choses qui ont été surexploitées, je pense volontairement laissées un peu de côté. On a pratiquement pas de sabre laser dans une série Star Wars, quand même à noter, quoi. Et je trouve que d'ailleurs, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant dans la série, dans les 2 saisons, quand il y a tout à coup un sabre laser. Et je trouve même que, pour le coup, ils sont un peu dans une impasse. C'est-à-dire qu'ils essaient d'innover un peu avec un sabre laser, mais je trouve pas ça. C'est pas ce que je trouve le plus convaincant, quoi. Et à ce titre, Julien m'avait signalé quelque chose que j'avais pas remarqué effectivement d'intéressant, qui était le retour sur la franchise Star Wars de grands noms qui étaient jusque-là totalement absents. C'est très intéressant. Ouais. C'est vrai que c'est intéressant. Alors c'est un truc un peu d'initié et tout, mais c'est une série. Et néanmoins, en fait, c'est une série qui a une espèce d'aimant à talent hyper étonnante. C'est-à-dire que, notamment, il y a un monsieur qui s'appelle John Knoll. Alors, son nom vous dit peut-être rien, mais vous connaissez au moins un truc qu'il a créé, qui est Photoshop, qui est le logiciel Photoshop, qui est quelqu'un qui fait partie d'Industrial Light and Magic, donc de la société d'effets spéciaux depuis des dizaines d'années, et qui est quelqu'un qui est très difficile à avoir. Guillermo del Toro, il a réussi à l'avoir pour Pacific Rim, mais il a bataillé, mais vénère, quoi, quelque chose de. Et en fait, il est revenu de lui-même, en fait, sur Mandalorian, en se disant, tiens, ça a l'air cool. Ils ont l'air de s'amuser. Ça a l'air cool ce que vous faites. Et moi, je pourrais peut-être faire une maquette. Alors, ils ont fait que 13 plans, ça a été très mis en avant, le fait qu'ils aient fait la maquette du Razor Crest, je crois que c'est ça le nom du vaisseau spatial. Mais moi, j'ai un bon accent, t'as vu ça? Mais bref, je me la joue un peu. Mais enfin, bon, ils ont fait une maquette, ils ont fait 15 plans avec le truc, mais John Knoll s'est dit, tiens, c'est intéressant. Puis moi, si je joue avec ça peut peut-être donner un autre truc. Ils ont Hal Hackle aussi, qui est un très très grand animateur chez ILM. C'est pareil, le mec, il est venu et il s'est dit, ce que vous faites avec le robot dont parlait Rafik, c'est cool parce que moi, je peux faire un truc intéressant et tout. Ces mecs-là étaient, et c'est pas un hasard non plus, ils avaient déjà été attirés par un autre projet Star Wars qui était Rogue One. C'est le seul.
Ça, Rogue One, ça les intéressait. C'est pas le seul, parce que je crois que Michael avait bossé aussi sur les nouveaux films, mais en tout cas sur John Hall et tout, ça les intéresse. Ils vont vers ça. Et même sur la saison 2, Phil Tippett, qui ne fait plus partie lui d'ILM et qui est un des grands noms de la première trilogie, c'est lui qui avait animé le jeu d'échecs dans le Millennium Falcon. Il a fait tous les monstres autour de Jabba dans le Retour du Jedi. Il avait animé les AT Walker qui sont les espèces de repos d'Imperiaux. C'est ça, dans la neige et tout. Le Tauntaun aussi, qui est donc l'animal que chevauchent les rebelles en fait sur Hoth. Bref, et lui, le mec, il a quasiment supplié en fait l'équipe de le faire bosser sur la saison 2. Et il bosse sur la saison 2. C'est un tout petit truc, mais tout à coup dans la saison 2, t'as un peu d'image par image. Moi, ça m'a fait plaisir de voir un peu d'image par image. Et là, on parle de gens qui n'ont plus rien à prouver, qui ont leur carrière entre guillemets un peu derrière eux. Ils reviennent et ils disent est-ce que je peux jouer avec vous ? C'est ça, voilà. Ils retrouvent leur marque aussi, ils retrouvent le truc, ils se disent putain, tout à coup ça ressemble en fait à Star Wars quoi. Et c'est marrant parce que Phil Tippett, ça a pas été énormément, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il l'ait énormément mis en avant, mais pour moi ça valide aussi la série. C'est-à-dire que ce gars-là, Phil Tippett, il fait même plus d'effets spéciaux en fait pour le cinéma. Il fait des petits courts-métrages pour lui qui sont géniaux. D'ailleurs, il y a un truc qui s'appelle Mad God. Je vous invite à le regarder en ligne et à l'acheter. Et mais voilà. Et tout à coup, le mec il se dit putain, là j'ai un truc à faire, j'ai un truc à créer quoi. C'est pas un hasard, c'est intéressant. Et il est là en fait pour moi le futur de Star Wars quoi. C'est là tu dis oui donc lui c'est inégal Mandalorian. C'est vrai qu'on parle pas beaucoup des problèmes en fait de la série, mais en même temps. C'est marrant parce qu'il y a une réplique qui revient souvent qui est This is the way là et très souvent en fait c'est un peu ça en fait, c'est que tu dis c'est par là en fait qu'il faudra aller. Et je sais que James Mangold là, il a signé pour faire un film de Boba Fett solo là il y a pas très très longtemps. Moi ça m'étonnerait pas en fait qu'il l'ait signé parce qu'ils se disent un peu comme là, il se dit putain je peux faire aussi un western. On va pouvoir s'amuser. Voilà, et je vais pouvoir retrouver un truc qui me plaisait en étant gamin, le maquiller pour lui donner un truc nouveau. Tout à coup dans le duel, c'est un duel tel qu'on le connaissait auparavant, mais il y a un petit truc différent parce que il y en a un qui a une arme de SF un peu étonnante, etc. Et c'est comme ça que tu revigores un genre, c'est comme ça que tu revigores aussi une franchise. C'est la même chose en fait. Alors on parle de toutes les personnes qui ont participé au tournage et qui se sont amusées dessus, mais vous, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce que ça vous a plu ? Globalement, oui, la série nous a plu. Moi, j'ai plus de réserve, je pense, que Julien, et notamment sur la deuxième saison, qui est justement le retour d'un autre rapport aux fans que j'apprécie beaucoup moins, et qui est l'appel de pied. Ouais. C'est-à-dire que quand il s'agit je suis d'accord avec toi, Raphaël. Voilà, quand il s'agit effectivement d'une créature sortie de l'aventure des Ewoks, c'est un petit clin d'œil, ça ne se met pas en travers du récit. Quand il s'agit de faire revenir Boba Fett interprété par Temuera Morrison, là j'ai carrément plus de problèmes parce que justement vous m'aviez emmené dans ailleurs quelque part, j'avais l'impression de voir du nouveau et vous me ramenez à nouveau. Oui, sauf que c'est aussi du nouveau parce qu'ils font un truc je trouve relativement intéressant sur ce personnage, sur ce qu'il est devenu, le fait qu'il soit pas affilié. Enfin bon, je vais pas tout spoiler et tout, mais je serais moins dur que toi. C'est pas le point le plus fort que je mettrais en avant et tout, mais je trouve, tu vois, je suis beaucoup plus déçu moi par la toute fin en fait de la seconde saison que je vais pas spoiler quoi du coup, mais où vraiment il y a là pour le coup c'est du fan service à fond et c'est surtout du fan service qui ne sert à rien, qui ne fait pas avancer le truc et tout. Voilà, je trouve ça pour le coup. Je peux pas m'empêcher d'avoir eu mon petit sourire quand j'ai vu la scène. Je vais pas mentir parce que je suis tellement attaché à ces persos et tout. J'ai tellement grandi avec, je me suis tellement identifié à eux que tout à coup je les revois comme ça. Bon ça me fait quelque chose. Mais avec le recul et dès que j'y repense 2 secondes, je me dis ouais non là ça commence à tourner à vite quoi. Et donc voilà, j'ai l'impression, faudra voir si sur le plan politique justement si ça s'est pas joué entre la saison 1 et la saison 2 du fait de son succès, du fait que tout d'un coup les regards se portent sur Mandalo et que la série devienne un enjeu et que du coup ça ramène les éternels vautours de Disney. Parce que voilà, on n'imagine pas à quel point parfois ça peut être totalement délirant pour les créateurs de bosser dans ces conditions-là. Moi, j'ai cette anecdote que je raconte souvent, je vais pas la raconter en détail là, mais où un acteur était parti en improvisation sur un dessin animé Disney et ça avait fait marrer l'équipe, ils avaient décidé de le mettre dans le film. Et en fait, il a été convoqué par au bureau des avocats pour lâcher les droits sur la chanson qu'il avait imaginée, tu vois, dans son improvisation. Par d'Aladin. Ouais, non, c'était Cusco.
Cusco. T'as un personnage qui à un moment donné s'y croit entre guillemets et se met à faire sa propre musique de film. Il fait ta 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 ta. Il fait littéralement ça. Il a dû signer des documents pour lâcher les droits de son ta ta ta, tu vois. Donc on était en train de déconner, on était en train de se marrer entre potes, on a trouvé ça rigolo, on le met dans le film. Mais c'est et même tout d'un coup, tu as tout ce poids monstrueux qui vient s'abattre sur toi, qui te dit ah oui, je travaille pour une structure qui fait des milliards. Et derrière toute cette légèreté. Moi, je pense que c'est moins les avocats, à mon avis, que les producteurs exécutifs et tout, qui sont tous un peu de la même parce engeance, que le problème, c'est que c'est des gens qui pensent savoir ce que le public veut, en fait, à la place des créateurs. Et en fait, au bout d'un moment, t'as envie de leur dire mais ça n'existe pas, tu ne peux pas ça, tu peux faire toutes les études de marché du monde que tu veux, c'est une chimère, tu cours après une chimère, et les derniers Star Wars, ils l'ont bien montré, l'ont bien prouvé, quoi, aussi. Et je pense que l'intelligence, c'est finalement de revenir à l'essence. Et si toi, tu fais un truc qui te plaît vraiment à toi, moi, j'ai vraiment cette croyance profonde, en fait. Finalement, tu trouves toujours ton public, en fait. Tu retrouveras toujours quelqu'un parce que t'es sincère. Si tu t'amuses sincèrement avec ton truc et tout, tu trouveras le truc. Et c'est vrai que la seconde saison, tu sens le poids revenir. Moi, je trouve qu'il y a des très beaux épisodes. Il y a un épisode qui est réalisé par Carl Weathers, qui est un des acteurs principaux. Ça fait partie du truc, moi, qui me plaise d'ailleurs dans la série, de faire venir, en fait, en fait, c'est pareil, c'est comme des notes d'intention, en fait, de le faire venir lui, de lui confier la réalisation d'un épisode. Et je trouve que son épisode est vraiment sympa. Et donc, il y a des très belles choses, hein, dans la seconde saison. Mais par contre, je suis d'accord avec Rafik, j'ai aussi cette crainte-là que les mecs se disent tout à coup, ah non, mais là, il y a du pognon à se faire, du coup tout le monde s'en mêle et ça tue le truc, quoi. Et c'est vrai que par exemple, je pense qu'aussi le truc, c'est que Boba Fett, enfin parce que c'est quand même inspiré de Boba Fett, c'est pas Boba Fett évidemment le Mandalorian, mais c'est ça, ça découle de Boba Fett. C'est pareil, c'est à côté, c'est un personnage secondaire. Et là, ça se sent d'ailleurs dans le lancement, quoi. C'est très chaotique. Tu vois que Obi-Wan, par exemple, la série qu'ils vont faire, ça coule pas pareil, quoi. Ça y est, t'entends encore parler de licenciement, et tu sens que ça va être lourd, tu sens que ça va être pesant, et encore plus s'il y a Liam Neeson qui vient là-dedans et tout, ça va peser des quintal et ça, voilà. Tu sais jamais comment le public va réagir. Il faut rappeler que Boba Fett, le personnage de Boba Fett, à l'origine, Lucas, ça n'avait pratiquement aucun intérêt pour lui. Le personnage a été designé par Joe Johnston à l'époque, mais c'est un personnage, encore une fois, complètement secondaire. Et il a jamais compris pourquoi le public de l'époque avait à ce point déliré sur ce personnage secondaire. Lui, parce qu'il a une armure très classe. Voilà. Non, et puis il parle pas, on sait pas d'où il vient, on sait pas qui qu'il est, on sait pas ça, c'est le mystère. Et finalement, mais lui, il n'avait pas percuté là-dessus. Quand il a décidé de s'en débarrasser à la fin du Retour de Jedi, pour lui, c'était parce que ce personnage n'avait aucun intérêt sur le plan narratif. Et là, il y a eu un backlash à l'époque. On t'imagine, on n'avait pas Internet et c'est quand même remonté à ses oreilles que les gens étaient furieux que Boba Fett soit mort comme une merde. On en fait encore des gags aujourd'hui. Mais c'est tout le talent de Joe Johnston aussi, et c'est lui aussi qui avait trouvé le truc. C'est-à-dire, par exemple, le fait qu'il a un jetpack, Boba Fett, tout de suite, voilà, déjà c'est du sérieux, déjà, puis t'as envie, tu te dis, il peut faire plein de trucs et tout, c'est cool. Moi, je suis content de le voir utiliser son jetpack là dans la série, quoi. Ouais. C'est trop cool, quoi. Alors, c'est marrant parce que moi, en le voyant utiliser son jetpack, la première chose à laquelle ça m'a fait penser à toute première, c'est Iron Man, et j'étais, ah bah ouais, en fait, c'est Iron Man. C'est le serial Flash Gordon aussi, tu vois. Ouais, mais pour le coup, j'ai trouvé que vraiment l'univers Marvel en filigrane, alors pas les histoires de Marvel, mais on retrouve Baby Yoda, Grogu pour son vrai nom, Baby Yoda, pour moi c'est Baby Groot, c'est le même. Et là, alors peut-être qu'ils ne peuvent pas prévoir, etc. N'empêche que faire un personnage aussi mignon, en distillant ses apparitions pour susciter la frustration, c'est quelque chose qui était très calculé, très clairement. Et ça fonctionne parce que... c'est de la dramaturgie de base, quoi. C'est de base, mais on va dire que l'aspect du personnage, ça a enflammé complètement la toile. Les gens parlent autant de bébé Yoda, oui, mais je pense que... malgré le peu d'apparitions qu'il fait. Moi, je vois moins du calcul pour le coup qu'une vraie réussite. Il y a John Rosengrant là, qui est le mec de Legacy FX en fait, qui ont fait cette marionnette là. Et c'est marrant parce qu'il y a plein de peintures conceptuelles en fait qui circulent de Baby Yoda, notamment dans les making of dont je parlais tout à l'heure. Et tu vois que c'est pas évident en fait. Hein.
tu vois que concevoir ce personnage-là, mais ça a été une tannée et qu'ils auraient pu très très bien se planter. Et John Rosengrant, il dit nous, Legacy FX, c'était avant Stone Studio, ils ont fait le T800 de Terminator, ils ont fait les dinosaures de Jurassic Park, enfin ils ont fait plein de trucs quoi. Et ils sont confrontés plein de fois à des personnages où ils essayaient de créer des personnages touchants, attachants, et ils y arrivaient pas. Il y en a combien des personnages comme ça dans les nouveaux Star Wars, tu vois, qu'il y en a pas un qui a pris le truc. Et là, lui, il dit, on sait pas trop pourquoi, on pense que ça a capitalisé aussi sur le personnage de Yoda, évidemment, et sur ce qui devait au Muppet et à Jim Henson et tout. Et en fait, il dit des fois, il y a un truc qui se passe, en fait, avec un personnage comme ça, et il marche, il fonctionne. Parce qu'il fonctionne aussi narrativement au sens où il joue intelligemment pour le coup avec ce que le public connaît de l'univers Star Wars. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un bébé. Donc, du coup, il est touchant, il a des grands yeux, etc. Et en même temps, il ressemble à Yoda. Donc, il est potentiellement un Yoda. Donc, le caractère à la fois totalement innocent et en même temps grand sage de 800 ans, il est conjugué dans le personnage. Et donc, tu n'attends qu'une chose, c'est de voir à quel moment il va réaliser ses pouvoirs, à quel moment il va... Ce qui n'est pas bien géré dans la seconde saison. Pas du tout. C'est parce que Robert Rodriguez. Entre autres, mais pas seulement, quoi. Bon. Bien sûr, bon, c'est une réussite et c'était effectivement un défi qui n'était pas évident à relever. Mais toi, tu y vois du calcul par rapport à Marvel. Moi, j'y vois un calcul, pas par rapport à Marvel en soi, mais par rapport à Disney en général, parce que même dans les dessins animés Disney, il y a toujours le sidekick du héros qui va être mignon et que les enfants vont vouloir acheter en peluche après. Et clairement, Baby Yoda, je pense qu'il va y avoir beaucoup de merch qui va être vendu sur son Oui, mais c'est pas parce que t'as ça, je sais pas. Moi, ça retire rien au caractère archétypal de ce type Bien de personnage. Bien sûr, l'un n'empêche pas l'autre. Dans le premier épisode, dans l'épisode précédent, Julien a justement rappelé le rapport entre Luke Skywalker et R2D2 était déjà calqué sur ça, et c'est quelque chose qui est très présent dans la culture populaire depuis longtemps en fait. Moi, j'ai rien contre les personnages mignons, en plus. Mais moi non plus, je l'adore. Et au tout début, c'est même pour lui que j'ai continué à regarder les premiers épisodes. C'est vrai, mais carrément. Mais est-ce que tu as acheté une peluche, Clémence? Non, j'ai pas acheté le de monde peluche. veut le savoir. Non, mais par contre, je rebondis sur ton truc aussi sur les Marvel, c'est que c'est pareil, je suis pas sûr que ce soit un procès totalement juste que tu fais à la série là, parce que je pense que finalement, c'est pareil, le point commun entre le jetpack de Boba Fett et Iron Man, il est plus loin en fait. Ce jetpack, c'est un fantasme de la culture pop depuis les années 20 en fait. T'en as plein. Et t'as envie d'en voir depuis le début en fait de cette époque-là, quoi, tu vois. Et ils partagent en fait ces deux trucs-là. Donc moi je vois pas encore trop de points de concordance entre la façon d'apprendre Marvel et Mandalorian, si ce n'est encore une fois sur certains éléments de la saison 2 et en particulier ce final qui moi encore une fois je suis pas du tout dans l'euphorie générale, quoi. Voilà. Et on n'a pas tellement parlé du casting en fait. Ah bah ouais, c'est vrai ça. Vrai. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Rafik Djoumi? Moi globalement j'ai été plutôt surpris, comme tu l'as dit, par la présence d'un Carl Weathers, parce que justement il porte en lui quelque chose qui est pas du Star Wars en fait, et qui le rapproche plus d'une culture vidéoclub, je dirais. Totalement. Voilà, c'est totalement assumé. J'ai eu le grand plaisir en tant que papa qui transmet aux générations futures une réaction spontanée de mon gamin. On se dit qui m'a dit mais quand même il ressemble beaucoup à Apollo Creed le monsieur. C'est vrai. Ouais. Je trouve que Pedro Pascal fait un boulot quand même assez remarquable, parce qu'il doit donner présence à un personnage dont il n'a pas de visage, donc tout est dans la posture, la gestuelle et la voix qu'il a, pour le coup, si vous le regardez en VO, est littéralement totalement calquée sur celle de Clint Eastwood, notamment donc des westerns de Sergio Leone. Et c'est un personnage composite aussi, c'est-à-dire que c'est un personnage qui est aussi interprété par d'autres personnes, de cascadeurs. Je crois qu'il y a l'arrière-petit-fils de John Wayne, même, je crois, qui le double, en fait, qui est un des cascadeurs et un spécialiste du jiu-jitsu. Donc, c'est intéressant, ce personnage aussi totalement composite. Mais c'est vrai que Pedro Pascal, il fait un bon boulot. Et ça fait partie, par contre, des trucs qui me déçoivent, moi, un petit peu sur Mandalorian. C'est que c'est là aussi, il y a un truc frustrant, en fait, sur Mandalorian, c'est que tu dis, ça aurait dû défoncer, et ça défonce pas. C'est hyper sympa, c'est très agréable et tout. Et je pense que ça défonce pas parce qu'ils ont pas le courage d'aller jusqu'au bout de toutes leurs idées. Et notamment une des idées qui est qu'on ne voit pas le visage de Mandalorian. Et ça me semble important. Et le fait qu'on le voit, même si c'est
à des endroits spécifiques de chaque saison, ça je l'ai bien compris. Et même si je trouve que pour le coup c'est plutôt bien géré dans la seconde saison, parce que ça montre le personnage sous une faiblesse, enfin ça l'enrichit vraiment le personnage, je trouve. Dans la seconde saison, pas tant dans la première, mais en tout cas dans la seconde saison, je trouve ça dommage qu'on voit le visage de Pedro Pascal. Mais excuse-moi Rafik, du coup il y a pas un aparté sur le casting. Voilà, j'ai peut-être deux gros soucis de casting. Bon, le premier c'est Giancarlo Esposito dans le rôle de Moff Gideon. Je trouve que il est pas, comment dire, déjà j'aime pas trop le comédien, ce qu'il porte, mais je trouve que son personnage n'amène rien à une série de méchants qui sont assez cataclysmiques sur les derniers Star Wars. C'est-à-dire, à part être méchant, je sais pas ce qu'il fait. Je suis plus impressionné par l'arrivée, parce qu'elle est impromptue, de Werner Herzog qui est très malsain en plus. Dans la première saison, intéressant. Mais parce qu'il est très malsain, parce qu'on sait pas à quoi s'attendre, aurait pu être un nouveau prototype de bad guy dans un Star Wars. C'est-à-dire un bad guy qui a rien à voir avec le désir de conquête ou le côté obscur de la force, quoi, mais un vrai psychopathe qui a des motivations bien à lui. Et aussi le personnage qui est vraiment présent, hein, de Gina Carano, donc qui joue Cara Dune, qui est une femme qui a une plastique assez étonnante, et qui aurait pu être vraiment bienvenue et bien exploitée dans cet univers qui se voulait encore une fois au départ gritty, c'est-à-dire très western, très macho, très machin truc. Donc d'avoir une femme avec une vraie carrure où tu la vois, tu te dis je vais quand même faire gaffe en passant. Elle aurait pu être bien exploitée, mais finalement elle ne fait rien. Son personnage ne sert pratiquement à rien, à part tirer des coups de feu quand on en a besoin, ou aller chercher sur une base de données quand on en a besoin. Elle donne pas tant de coups de latte non plus. C'est-à-dire que quand tu la vois, Gina Carano, c'est pareil. Elle est porteuse aussi de tout ce truc culture, on va dire de vidéoclub, quoi. Faute de mieux, mais en tout cas de ces films de série B, quoi. En fait, finalement, où tu dis, tu vois Gina Carano, tu dis il y a un mec qui va se prendre une mandale et ça va être cool. Voilà. Mais et en fait, elle donne pas trop de mandales, et c'est vrai que son personnage est très lisse et tout. Et moi, j'ai eu aussi ce problème-là avec Bill Burr sur la première saison et beaucoup moins sur la deuxième saison. Je trouve que son personnage est enfin intéressant sur la seconde saison. Peut-être à chaque fois, parce que Gina Carano, elle est connue comme championne de MMA, voilà, et elle apparaît effectivement dans des films de baston, quoi. Donc parce qu'elle sait donner des coups de latte. Vous l'avez peut-être vu dans Deadpool notamment. Deadpool et Fast and Furious 6. Oui, ça. Et Bill Burr, c'est un stand-up comédien, donc un beau parleur, une grande gueule, et effectivement, il joue le rôle du mec qui parle trop, quoi, comme on en voit finalement assez souvent dans le cinéma d'exploitation américain. On a souvent fait appel à ce genre de comédien de scène pour interpréter ce type de personnage insupportable, on va dire. Et il est bien insupportable comme il faut dans l'épisode où justement Pedro Pascal doit montrer son visage, puisque c'est toute une scène où dans la seconde saison, où il l'emmerde sur le fait de porter le masque, en fait. C'est ce qui est surtout ce qui est intéressant, c'est que il est un peu, moi je trouve qu'il est pas très, en fait c'est juste Bill Burr pour avoir Bill Burr, j'ai l'impression, dans la première saison, mais dans la deuxième saison ils construisent un truc autour du personnage et autour justement du fait qu'il soit insupportable, et justement il y a un truc qui se passe, je trouve, quand même, quand le Mandalorian est obligé d'enlever son masque et tout, et où lui il montre une autre facette, et du coup c'est un personnage qui ne fait que passer, mais qui est assez enrichi, quoi. Du coup, tout à coup, moi je me suis dit, mais ça y est, il commence à devenir intéressant, ce perso, j'aimerais bien le revoir, quoi. Et enfin, parce que comme on l'a signalé dans le premier épisode, il y a des liens de parenté très forts entre Star Wars et Battlestar Galactica. Donc on a le plaisir de retrouver une des héroïnes de Battlestar qui jouait en l'occurrence le rôle de Starbuck, c'est-à-dire Katee Sackhoff, dans l'épisode 4. L'héritière, il s'appelle, je crois. De l'épisode 2. Donc, quand on a parlé du rapport des fans, en fait, à la construction de la mythologie Star Wars, moi, il y a un truc qui m'a fait plaisir dans cet épisode où Katee Sackhoff, qu'interprète Katee Sackhoff, c'est que c'est un épisode qui nous fait découvrir une planète faite d'océans. Et sur cette planète faite d'océans, en fait, on s'aperçoit que toutes les races aliens qu'on a pu voir dans Star Wars qui avaient vaguement à voir avec l'océan venaient de là. En fait, et je trouve que c'est tout con, mais ça fonctionne, c'est brillant, quoi. Ouais, L'amiral Akbar et tout, ils viennent de là, en fait, parce qu'effectivement, ils ressemblent à des crustacés parce qu'il y a de l'eau partout chez eux. C'est tout bête, mais il fallait. Oui, mais c'est cohérent, ça te parle, et puis voilà, tu retrouves tes marques tout de suite.
Eh ben écoute, c'est merveilleux. Tu m'as fait à nouveau une transition parfaite pour la dernière partie de ce podcast, puisque on va à nouveau parler des créatures qui sont présentes non seulement dans Mandalorian, mais dans également tout l'univers canonique de Star Wars. Je vous ai préparé un petit quiz sonore. Saurez-vous retrouver qui se cache derrière ces bruits étranges? C'est les Ewoks. Non? Ah non, c'est Jawa, C'est ça. les Jawa, ça. Ouais. Ah oui, je suis con. Ouais, tout à fait. C'est les Jawa qui sont donc présents, on les retrouve dès la saison 1 dans l'épisode 2, où ils piquent des pièces du vaisseau Razor Crest, de Din Djarin. Et une super scène sur un Sandcrawler, moi j'aime beaucoup Une scène de baston sur le Sandcrawler, ouais. C'est pareil, t'es content, tu dis « Ah, c'est cool !» Il sert à ça, ce véhicule. Et c'est Jawa donc qui demande ensuite au Mandalorian d'aller chercher, d'aller battre un monstre pour eux. Des Jawa qui me font beaucoup penser aux lapins crétins, moi, je trouve, dans leur façon de peut-être l'inverse, s'exprimer. alors, du coup. Peut-être l'inverse, effectivement. Et des personnages qui sont présents, évidemment, dans plein d'autres œuvres de l'univers Star Wars, à commencer par l'attaque des clones, la menace fantôme. En fait, on les voit quasiment tout le temps. Bah, ils sont dans le tout premier Star Wars, hein, parce que ils sont pratiquement à la source de toute l'histoire. C'est eux qui récupèrent les droïdes et qui les vendent à Luke. C'est vrai, j'ai pris chronologiquement, mais en tout cas, on les retrouve. Mais il n'y a qu'une seule chronologie, c'est la chronologie humaine de la sortie des films. C'est vrai. Alors, je ne vais pas relancer le débat maintenant parce que sinon, je pense qu'on est encore là demain. Oui, j'ai eu une discussion avec quelqu'un qui a fait découvrir à son fils l'épisode 1 avant de faire les autres. Le pauvre, il n'en est pas ressorti indemne. Sacrilège. Bon, en tout cas, bravo. Vous avez trouvé les Jawa très rapidement. Est-ce que vous saurez trouver les deuxièmes? Bah, c'est les hommes des sables, ça. Ah oui, c'est les hommes des sables, bah oui, bien sûr. Ouais, tout à fait. Ce n'est pas moi qui suis en train de Tatooine. m'étrangler avec un bout de pizza. C'est pareil, dont la culture est un tout petit peu développée aussi dans Mandalore. Ils s'autorisent encore une fois à en faire quelque chose qui n'avait pas été tenté. Et ça fonctionne tu dis ah ouais, ouais. ça pourrait marcher. ouais, effectivement, on les voit et on les voit à plusieurs reprises en plus. Donc, ils apparaissent. Dernière créature qu'on voit également. J'espère que c'est Salacious Scrub. Vas-y. On va voir. Sinon, je serais déçu. Ah là, je sèche. Ah, c'est le plus compliqué. Petit indice, il joue de la flûte à certains moments. C'est l'espèce d'éléphant bleu. Là. Ouais, dans le Jabba's Palace Band. Ouais, c'est ça. Non, c'est un cubase. D'accord. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Les cubases, c'est une espèce intelligente humanoïde. Dans la série, on le voit au tout début de l'épisode 1, au moment où le Mandalorian récupère le Mythrol. Donc c'est au tout début, et qu'ensuite il doit partir dans la neige, et il va rencontrer un cubase qui joue de la flûte pour faire venir je crois que c'est un land speeder qui arrive. Il l'appelle avec sa flûte. Ah oui. Ça, oui. Sa flûte magique. Et ces personnages-là, on les retrouve également dans l'épisode 4, Nouvel Espoir. C'est là qu'ils font leur toute première apparition. Ouais, on a été nuls sur ce coup-là. C'était pas évident non plus. C'était pas facile. Mais en tout cas, bravo, Non, 2 sur 3. Moi, je suis déprimé, là. Oh. Tu m'as déprimé, Clémence. Là, notre stricte crédibilité. Non, mais en plus, il n'y a pas Salacious Scrub, quoi. Lui, il est génial, quoi. Puis, il fait une apparition dans Mandalorian, d'ailleurs. Ah bon? Bah ouais. Oui. Il est grillé. Il y en a un qui est comme de sa race, en fait, qui est grillé au premier plan. Puis lui, il est dans une cage derrière. Et en fait, il est en train de se marrer en regardant l'autre qui est en train de se faire griller. Je me rappelle plus. C'est Salacious Scrub, c'est une petite bestiole qui est au pied de Jabba. Et qui rigole comme ça, Dans qui est une le espèce retour de rire, voilà. Et C'est un rire sardonique. et c'est Phil Tippett dont on parlait là, qui l'a créé après avoir pris du LSD et qui l'a donc après comme le salace. Moi j'adore ce perso, il est génial.
Bref, voilà. Eh bien, on finira sur cette belle référence. Mandalorian, donc c'est disponible sur Disney+, saison 1 et 2. Pour la saison 3, il faudra attendre début 2022, puisque entre-temps, le nouveau spin-off intitulé Le livre de Boba Fett devrait faire son apparition en décembre de cette année. Lucasfilm a également annoncé 10 nouvelles séries en développement, donc on devrait avoir des choses à se mettre sous la dent. Rafik, Julien, merci beaucoup de m'avoir accompagné pour cette première collection. Merci Clémence. Merci Clémence. Et We Love Series, c'est fini pour aujourd'hui. Pour suivre les prochains épisodes ou réécouter celui-ci, rendez-vous sur welovecinema.fr et sur vos applis de podcast préférés. On se retrouve mardi prochain pour une nouvelle collection, cette fois-ci consacrée à Seinfeld. D'ici là, portez-vous bien.